RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, bienvenue dans le débat du jour, évidemment, débat largement consacré, Louis Dauphren, à l'investiture de Donald Trump. Oui, bien sûr, puisque l'âge d'or de l'Amérique commence, c'est lui qui l'a dit. A-t-il donc lancé après avoir prêté serment sous la coupole du Capitole? Peut-être avez-vous vu les images de cette investiture, entouré de sa famille, mais aussi de personnalités, des personnalités aussi venues de l'étranger. On notera la présence de Bernard Arnault pour le patronat français qui était donc présent à Washington. Évidemment, ce sont les actes maintenant de Donald Trump, qui est devenu le plus vieux président de l'histoire des États-Unis, à être investi. Les actes avec une myriade de décrets présidentiels qui sont attendus. Et on va voir, à mesure que le temps passe, s'il pourra changer les choses et comment. Eh bien, dites-le nous par mail, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. On attend vos remarques, vos réactions. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Antoine Colonna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Spectacle du Monde. Bonjour Laurent Frémont. Bonjour. Doctorant en droit public international, professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes fondateur d'Academia Tocqueville. Merci à tous les deux d'être présents. Bienvenue dans le débat du jour. Merci. Et Donald Trump qui va se rendre dans la matinée à la cathédrale nationale de Washington pour un service religieux placé davantage sous le signe de la sobriété après le faste, la pompe, l'euphorie aussi des cérémonies de la veille. Ces cérémonies, qu'en gardez-vous comme souvenir, comme point fort? On va poser la question à nos deux débatteurs. D'abord avec nous, Antoine Colonna, puis Laurent Frémont. Alors c'est une cérémonie, le monde entier avait les yeux fixés sur Washington bien sûr hier. Une cérémonie très attendue. Le monde était un peu en suspens. On avait un président Biden déclinant, une administration qui prenait aussi beaucoup de décrets pour tenter d'imprimer sa marque le plus longtemps possible. Et voilà Trump qui arrive et qui va commencer, donc, vous l'avez dit, Louis, à faire exactement l'inverse de l'administration précédente. Sur les images, on a vu évidemment beaucoup. Washington prise dans le froid, une cérémonie un peu exceptionnelle puisque dans les murs du Capitole, c'est là aussi un symbole, puisqu'on avait eu l'attaque du Capitole il y a un an, quasiment jour pour jour. Les symboles, c'est aussi une Amérique complètement décomplexée, une Amérique fière d'elle-même, une Amérique aussi positive, parce que Trump veut dérouler un programme qui va conduire l'Amérique jusqu'à Mars. Vous avez vu la réaction d'Elon Musk à ce moment-là où il exulte. Et puis sur les symboles, beaucoup de milliardaires. Vous avez une dizaine de milliardaires dans le gouvernement Trump. Vous avez aussi Bernard Arnault pour la France, vous l'avez dit, qui est venu. Et puis, dernier symbole peut-être, c'est peut-être le seul symbole consensuel, c'est le choix de la cravate de Donald Trump. Qui n'était pas rouge. Qui n'était pas rouge, la couleur du parti républicain, ni bleu, la couleur du parti démocrate, mais violette. Qui veut dire donc qu'il faut une politique quoi, consensuelle. Peut-être qu'il l'a donné comme ça, consciemment ou inconsciemment, une négociation. Il aime négocier, Trump. Et pourtant, les premiers décrets ne vont pas forcément dans le sens de... Ainsi que vous l'avez dit, il semble plutôt détricoter ce qui a été fait par son prédécesseur. Il avait promis une journée de dictature. Et effectivement, il a pris une centaine de décrets très violents. Laurent Frémont. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment très réussi. Effectivement, il manquait ce côté populaire qu'on peut retrouver sur le parvis du Congrès. Mais là, il y avait ce côté un peu intimiste, et avec une famille élargie, une famille recomposée même, puisque, bon, il était de tradition d'avoir ses proches autour de soi. Mais là, on avait effectivement les 5 patrons des GAFAM, qui étaient dans l'entourage très proche. On pourra en reparler, mais c'est un symbole très fort, et surtout qui vient mettre fin à des années d'incompréhension, voire même d'hostilité franche entre les plateformes et Donald Trump. La présence inédite de dirigeants étrangers, Giorgia Meloni et Javier Milei, sachant que ce n'est pas non plus une tradition. Moi, ce qui m'a personnellement touché, c'était la présence de la famille de J.D. Vance et surtout de sa mère, parce qu'on sait qu'il vient d'un milieu extrêmement populaire, il en a parlé dans son autobiographie, et donc c'était le symbole d'une Amérique qui réussit, qui croit encore en une forme de méritocratie. Est-ce que c'est le symbole de l'argent aussi, l'argent roi qui était là avec tous ces grands patrons? Symbole de l'argent, mais aussi un attachement très, très profond aux racines chrétiennes des États-Unis, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de prêches successives. Il y a eu aussi une prière par un rabbin. Mais symbole de l'argent, je dirais surtout symbole de la technologie, de l'innovation, d'une Amérique qui espère retrouver le chemin de la prospérité et qui
qui veut rentrer, comme l'a dit Donald Trump, dans un nouvel âge d'or. Et sachant que là, on avait quand même les 12 000 milliards de dollars représentés entre ces différents patrons. Et donc, une forme de domination mondiale. Sachant qu'il y avait aussi le patron de TikTok, il faut le souligner. Donc, une domination mondiale des États-Unis sur l'ensemble des réseaux. Mais cette rhétorique de l'âge d'or a de quoi surprendre, parce que l'âge d'or, l'avenir radieux, généralement, c'était plutôt le camp du socialisme qui tenait ce genre de discours sur demain, on va un peu raser gratis, on va porter l'espérance au plus haut point. Et maintenant, c'est finalement passé de l'autre côté, non, Antoine Colonna? Il y a toujours un narratif aux États-Unis de this is amazing. Tout est fantastique, tout est dans le superlatif. Ça fait partie de la culture américaine. Il y a beaucoup d'éléments sur la culture américaine qui nous ont sauté aux yeux. Laurent l'a évoqué à l'instant. Il y a la Bible, il y a les deux cow-boys, il y a Trump et Vance qui viennent là et qui disent le shérif est de retour en ville. Mais même chez les démocrates, vous avez cette notion de succès. D'ailleurs, Trump exagère un petit peu quand il dit que l'Amérique est exsangue, etc. Alors c'est vrai, les classes moyennes ont beaucoup perdu. Et donc c'est surtout vers eux qu'il oriente le discours, mais l'Amérique en général, économiquement, se porte très bien, elle continue à dominer le monde. Son problème aujourd'hui, ça va être l'affrontement avec la Chine. Voilà, mais sur le symbole, oui, c'est ça, il y a le côté hyper positiviste du discours américain, qu'il soit démocrate ou républicain, et aussi messianique, parce qu'il y a toujours la promesse d'aller mieux et plus loin. Et ce discours-là, nous, on l'a pas tellement. Il faut le chercher. Oui, et ce qui est assez nouveau, pour le coup, par rapport au discours de 2017, c'est vraiment cette attitude conquérante, y compris sur la scène internationale, parce qu'on sait que Donald Trump était plutôt sur une position isolationniste. Et là, à l'inverse, c'est comme si on renouait avec la doctrine Monroe. On veut reconquérir on veut prendre le canal de Panama, on veut renommer le golfe du Mexique, et on veut aller sur Mars. Et donc, il y a ce mythe de la frontier, enfin de la conquête qui renaît, et une conquête maintenant spatiale. Ces velléités expansionnistes, elles m'avaient un peu inquiété parce qu'on avait une certaine stabilité, bien que subjective, mais une certaine stabilité du monde avec des frontières qui étaient fixes. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui veut que le Groenland devienne américain, ou devienne américain plutôt, que le Canada devienne américain. Ça peut sembler absolument aberrant. Mais alors, on est typiquement dans la politique impérialiste américaine, sauf qu'elle est moins assumée côté démocrate, elle est davantage idéologique et financière. Même Donald Trump, dans son premier mandat, la mettait pas tellement en avant. Oui, tout à fait, c'est un peu un changement de ligne. On peut dire qu'il était plutôt sur une attitude gaullienne lors de son premier mandat, et là, il renoue avec une Amérique qui assume ses ambitions impérialistes. Et ça, on a, nous, de ce point de vue-là, des inquiétudes à partager? Bien sûr, quand Trump parle ne s'interdit pas une action militaire au Groenland, ça veut quand même dire qu'il va s'en prendre au Danemark, qui est un allié dans l'OTAN des États-Unis. Donc c'est une remise en cause du droit international sur l'une de ses piliers principaux, qui est l'intangibilité des frontières. En plus, le Danemark, ni même le Groenland, n'est une menace militaire pour les États-Unis. Donc on voit pas très bien pourquoi il va par là. Et qui plus est, l'armée américaine est déjà présente au Groenland. Il y a une base américaine colossale depuis les années 50 qui s'appelait Thulé, qui a changé de nom, mais on la connaît beaucoup sous le nom de Thulé. Donc, alors, il y a beaucoup d'affichage. Il y a encore une fois cette espèce d'esprit pionnier, et il veut parler à son public, dire voilà, on va faire des choses, j'ai mes décrets, on va fermer nos frontières, on va protéger l'Amérique, on va continuer la conquête, là pour le coup, vers tous azimuts. Mais en même temps, vous avez vu dans son discours, est-ce que c'est un Trump conquérant? Oui et non, parce que c'est un peu de la conquête à la petite semaine. Il n'est pas en train de nous dire « Ah, on va aller, je ne sais pas où, en Turquie, en Ukraine, en Chine. » Non, il prend des cibles, là, extrêmement faibles. Parce que l'armée danoise, aujourd'hui, c'est 17 000 hommes. Je ne sais pas si vous imaginez l'histoire. 17 000 hommes, sans un canon, sans un avion, ils ont tout donné aux Ukrainiens. Donc, ils sont absolument nus. Après, je pense qu'il faut vraiment se méfier du décalage entre la rhétorique trumpienne et la réalité des faits. On l'a bien vu lors de son précédent mandat. Il y avait une rhétorique très forte, notamment vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Corée du Nord, vis-à-vis de la Chine, mais finalement qui n'était pas suivi d'effet, puisque Donald Trump est le seul président à n'avoir pas déclenché de conflit, de guerre, de l'histoire des États-Unis. Et donc, voilà, il y a clairement une rhétorique qui se veut menaçante, dans un rapport de force assumé, mais une rhétorique qui est rarement suivie d'actions concrètes. Et ces risques sont mesurés, puisque justement, il s'en prend à des États qui ne peuvent pas rivaliser avec les États-Unis. Donc, c'est en fait
d'une certaine façon une rhétorique un petit peu bravache. Et pas forcément si inquiétante qu'on voudrait peut-être le dire, ni si impériale. C'est une manière pour lui sans doute de faire monter les enchères, parce que quand il s'en prend au Danemark via le Groenland, en réalité il s'en prend à l'Union européenne. Il s'en prend à Ursula von der Leyen, qui a eu, la pauvre, une pneumonie début janvier, qui est passée complètement inaperçue. Elle avait disparu, elle n'a pas communiqué du tout sur sa maladie, et ça a été opportun pour elle, puisqu'elle n'a pas pu réagir aux propos de Donald Trump. Donc les Européens, et les Allemands en particulier, comprennent bien qu'ils sont dans le viseur pour des questions industrielles, pour des questions écologiques, d'automobile, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence si on doit justement mettre l'Europe en balance par rapport aux États-Unis? On est quand même au-delà du programme de Donald Trump et de ses décrets. Il y a semble-t-il un décalage entre l'énergie que manifeste un continent et l'absence d'énergie, voire l'inconsistance en termes d'énergie que produit un autre continent. C'est ça qui est frappant, alors que l'Europe s'est beaucoup réclamée du modèle américain, voire qu'à un moment même, s'inspirant de ce que voulait faire Kounonov-Kalergi, par exemple, on avait une vision pan-américaine, pan-européenne. On avait une vision où on voulait vraiment rapprocher ces deux blocs. Aujourd'hui, ils semblent extrêmement distants l'un de l'autre. C'est plutôt du fait de l'Union européenne qui est partie vers une voie de réglementation tatillonne, vers des plans pour l'environnement qui ruinent le continent et aussi qui n'assument pas une stratégie de puissance. Et donc c'est pourquoi alors que le modèle américain a servi et qu'on est amarré en fait aux États-Unis depuis la guerre froide. La question de Louis est très importante. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le modèle européen est un modèle de consensus. Donc en réalité, au lieu d'avancer rapidement comme on aurait pu le faire, on cherche le consensus. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelque chose de qualitatif. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort de faire ce qu'on fait? On cherche un consensus entre les pays membres. Et ce qui fait qu'on se prend souvent les pieds dans le tapis. Si vous vous souvenez de la négociation sur le nucléaire menée par Dominique Voynet, à l'époque ministre vert d'un gouvernement socialiste, elle a avoué dans une interview qu'elle s'était mise d'accord avec son homologue allemande, qui a également été verte, d'une sortie du nucléaire, sans que Berlin et Paris soient au courant, en leur vendant l'élément suivant, le consensus, c'est-à-dire les Allemands étaient pour... Elle a fait croire que les Allemands étaient pour une sortie, et vice-versa. Moralité, les gouvernements n'avaient pas choisi, oui ou non, c'est les ministres qui ont choisi. Oui, mais sur les sujets de l'écologie, si on revient aux États-Unis à Donald Trump, hier, dès la cérémonie Capitole, il a déjà signé quelques décrets, les décrets emblématiques qu'il voulait signer face à ses partisans. Parmi eux, le fait qu'il se retire des accords de Paris, ça c'est quand même un signal très négatif pour l'écologie. En fait, c'est tout simplement assumer le fait que l'Amérique ne croit pas véritablement dans le multilatéralisme. Elle fait semblant d'y croire quand ça sert ses intérêts. Mais tout ce qui est accord de consensus internationaux, et d'ailleurs il y a aussi une sortie de l'OMS qui est très notable. Mais si on reste sur l'écologie, il a dit aussi, il a répété à tout va, nous allons forer. Drill. Alors là, pour le coup, il est prouvé que exploiter ces ressources énergétiques sur place est moins polluant qu'en importer de l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que il y a aussi le constat que ces conférences internationales ne mènent pas à grand-chose, si ce n'est parfois à financer le développement des pays en voie de développement. Mais il y a clairement un accord qui est contraignant inutilement pour les États-Unis et qui va à l'encontre de cette politique de puissance. Et donc ça, le fait de décider de manière unilatérale et de ne pas discuter du fond du sujet... c'est la souveraineté d'un État qui est tout simplement d'être partie prenante d'un accord ou non. On pourrait vous opposer, Laurent Frémont, que par nature, l'écologie n'est pas étatique, que par nature, l'enjeu est... c'est ce que dit d'ailleurs le pape François dans son encyclique Laudato Si, qu'il répète plus récemment dans Laudate Deum, à quel point l'enjeu climatique est un enjeu global qui dépasse les frontières. Oui, même pour la question de la santé ou de l'éducation, c'est vrai qu'il est vrai que tous les problèmes peuvent être abordés sous l'angle global, mais pour l'instant, le cadre national semble le plus à même de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. C'est votre avis, Antoine Colonna, aussi ? Évidemment, Donald Trump, qui va lui dire ce qu'il doit faire? Personne aujourd'hui, donc il fait ce qu'il veut. Et si on n'est pas d'accord, c'est exactement le même tarif. Sauf si le tarif douanier augmente, il serait capable de faire ça. Mais non, ceci étant posé, c'est vrai que les questions écologiques sont fondamentales.
Et la fracturation pour le gaz de schiste pose des problèmes. Et là, je pense qu'on a eu raison en Europe de s'y opposer, parce qu'on va... Sauf qu'on l'importe. Sauf qu'on l'importe. Et c'est là toute l'hypocrisie du système, de la même manière qu'on se prive de gaz et pétrole russe, mais qu'on l'importe déguisé par l'Azerbaïdjan et l'Inde, et on nous explique que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable pour l'Union européenne, alors qu'il massacre les Arméniens. Mais bon, tout ça c'est l'hypocrisie. Et donc ça veut dire qu'en fait, sur les questions, sur la conscience écologique mondiale, dont on sent qu'à travers des organisations et un certain nombre d'accords, on veut faire émerger quelque chose qui dépasse le cadre des frontières, on revient à un cadre national qui vous semble plus propice à régler les problèmes. Mais au-delà même de cette question, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les normes écologiques. Par exemple, on fait de l'éolien. On sait très bien qu'aujourd'hui, pas au départ, mais on sait très bien que ça a des impacts écologiques terribles. C'est-à-dire qu'on fait de la mauvaise écologie. Et sur l'éolien, maintenant la doctrine est de dire, comme on ne peut pas construire des centrales nucléaires en 2 ans, l'éolien va être un palliatif le temps de déployer l'énergie nucléaire. On sait que l'éolien pollue, on sait que vous mettez des blocs de béton dans le sol, on sait que vous avez des oiseaux qui meurent à cause des pales. Enfin, on peut développer à l'infini ça. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait un vrai projet, qu'il soit européen ou non européen, de faire une écologie réelle, c'est-à-dire sans faire des espèces de fausses écologies qui embêtent tout le monde, qui bloquent la croissance, qui polluent aussi, alors le discours écologique serait beaucoup plus crédible et Donald Trump aurait plus de mal à développer ce qu'il développe. Mais c'est peut-être ça la question, Antoine Colonna, c'est si jamais l'écologie coûte de l'argent aux États-Unis, bien qu'elle soit bonne et vertueuse à long terme, Donald Trump serait-il prêt à s'engager sur la voie de l'écologie ? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, tant que l'écologie n'est pas sérieuse, et tant qu'elle est elle-même polluée par des gens qui font des affaires avec leurs éoliennes et autres escroqueries, vous savez, les panneaux solaires, c'est pareil. Vous savez combien ça coûte de produire un panneau solaire et combien ça coûte en pollution aussi de produire un panneau solaire et comment on ne sait pas les recycler aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui fait qu'on ne peut pas adhérer complètement. Qui fait de l'écologie sérieuse aujourd'hui ? Ben justement, c'est ce qu'il faudrait faire. Qui en fait ? À ma connaissance, non. Mais peut-être vous avez une idée. Laurent Frémont ? Je suis vraiment pas expert d'environnement et je pensais qu'on parlait plutôt des États-Unis en particulier. Mais c'est un acte quand même, c'est un acte fort de Donald Trump, de ses premiers pas à la Maison Blanche quand même. De l'accord de Paris. Alors pour ce qui est des accords de Paris, enfin il faut bien avoir en tête que c'est du multilatéralisme qui est purement symbolique et qui consiste essentiellement en des accords qui sont factices sur des données non maîtrisables comme la maîtrise d'un point de climat. Et donc on est plus dans la déclaration d'intention que dans des actions réelles. Et donc honnêtement, je trouve pas ça central dans son accession au pouvoir. Est-ce qu'on peut s'interroger, alors peut-être qu'on va écouter les infos et puis on reviendra sur certains aspects éthiques aussi, de qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mandature Trump, en particulier alors sur la question de l'état d'urgence à la frontière mexicaine et puis des questions qui peuvent se poser sur le plan éthique. On en parle avec nos débatteurs Laurent Frémont, Antoine Colonna, mais d'abord un mot sur les informations. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et nous sommes toujours avec Laurent Frémont, professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Paris, fondateur d'Académie à Tocqueville, et Antoine Colonna, rédacteur en chef du spectacle du Monde trimestriel qui titre justement sur Trump, The Game of Trump, dont on parle ce matin. Oui, il y a 2 états d'urgence. L'état d'urgence énergétique, on en parlait à l'instant, et Donald Trump infléchit totalement la position qui est celle adoptée par l'Union européenne et puis les accords de Paris. Et puis l'état d'urgence à la frontière mexicaine également. On va en parler avec nos 2 invités, puis on ira après sur des questions peut-être un petit peu plus éthiques, quand il reconnaît qu'il n'y a que 2 genres, masculin et féminin notamment, et puis peut-être les divergences qui peuvent s'annoncer avec J.D. Vance, entre la vision que porte Elon Musk et puis celle que porte J.D. Vance. Alors on va commencer par cette question liée à la migration, aux migrants et aux millions de personnes que Donald Trump envisage de refouler au-delà de la frontière du Mexique. Antoine Colonna. Oui, alors il n'y a pas de surprise. Donald Trump avait annoncé qu'il allait fermer la frontière mexicaine, effectivement refouler ceux qui y sont, mais surtout, il va aussi, au sein même des États-Unis aujourd'hui, il y a beaucoup de sans-papiers, comme on dit, qui vont être reconduits à la frontière. Et là, c'est eux qui vont être refoulés. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses dans un pays, une terre d'immigration qui sont les États-Unis. Et ça reste un débat fondamental aux États-Unis.
Plusieurs juges qui étaient des juges, comme on dit, pro-immigration, ont été limogés, des juges fédéraux, par les premiers décrets de Donald Trump. Donc oui, Donald Trump n'attend pas, on l'a dit en début d'émission, une centaine de décrets déjà, et il déroule son programme comme prévu. Mais c'est contraire à l'esprit des États-Unis d'accueillir systématiquement en fait les naufragés de la planète. C'est pas forcément des naufragés, c'est-à-dire que jusqu'ici, les États-Unis s'étaient construits d'une manière relativement cohérente, et là, ils considèrent que l'arche de Noé américaine est pleine, et qu'ils ne peuvent plus continuer à accueillir aussi vite autant de gens, et notamment de latinos, et même les latinos qui sont déjà aux États-Unis ont voté pour Trump. Pour la première fois, le vote a vraiment été en faveur de Trump plus que jamais, enfin, c'est-à-dire pas en majorité, mais il y a un vrai décalage vers Trump, pour des questions, vous parliez d'éthique tout à l'heure, les latinos sont en général catholiques, bien sûr, et ils se sont plus reconnus dans le discours de Trump. Laurent Frémont. Déjà, je pense qu'il ne faut pas surestimer le caractère immigrationniste des États-Unis. C'est certes un pays d'immigration, mais qui a toujours choisi les personnes qui étaient accueillies sur son sol. Et là, concrètement, ce qu'a fait Donald Trump, c'est le retour de la politique Remain in Mexico. Donc, pour demander l'asile, ou en tout cas pour demander un visa, il faut être de l'autre côté de la frontière. Et donc ne plus essayer de traverser illégalement la frontière. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'échelle globale, il y a même un avion d'Afghanistan, je crois, qui n'a pas pu décoller. Et donc, les demandes d'asile ou de visa se feront désormais dans les pays tiers. Et après, c'est vrai que ça répond quand même à une exaspération populaire très forte. Comme vous l'avez dit, Antoine, il y a eu de manière assez historique une hausse très forte du vote latino et aussi afro-américain, notamment masculin, et en particulier dans les classes populaires. Il faut savoir que le vote des personnes afro-américaines, hommes de catégorie populaire, a doublé par rapport à la dernière élection. Et donc, il y a le sentiment que le marché du travail est déjà saturé. Et d'ailleurs, The New York Times a analysé les données migratoires sous la présidence de Joe Biden. C'est la plus ample vague d'immigration de l'histoire américaine. Quelle était la réponse de Joe Biden pendant la campagne ? Est-ce qu'il s'était approprié ces sujets ? Pas vraiment. Sur l'immigration aussi, il n'y avait pas vraiment de questions pour lui. Il voulait continuer à faire rentrer les gens, ce qui ne posait pas de problème, et y compris sur un plan du droit. Laurent l'a dit à l'instant. Vous rentrez dans un pays, vous rentrez illégalement dans un pays. Les États-Unis sont une nation très juridique. Le droit compte énormément aux États-Unis. Donc Trump a un bon argument là-dessus. Est-ce qu'il pourra mettre en œuvre cette politique ? Il semblerait qu'il appelle l'armée déjà à se déployer à la frontière. Dès hier, déjà, il y avait des applications qui étaient dédiées aux migrants latinos qui ont cessé de fonctionner. Donc, en fait, la porte est fermée. Il déroule quelque chose qui était déjà dans son... Vous vous souvenez du premier mandat, il y avait le fameux mur de Trump. Alors là, justement, la question, c'est est-ce que c'est que du blabla, est-ce que c'est que des promesses ? Il n'avait pas fini de construire son mur, qui n'avait pas été forcément très efficace. Mais on n'a pas encore évoqué, et c'est important quand même de le rappeler, Trump 1 et Trump 2 ne sont pas du tout le même attelage politique. Trump 1, c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires, qui commence en politique, qui est minoritaire dans son parti, qui est très peu soutenu. Toutes les administrations sont quasiment contre lui, presque. Trump 2, c'est complètement différent. Il a le Sénat, il a le Congrès, il a la Cour suprême. C'est-à-dire que toute la machine politique et judiciaire américaine est dans sa main. D'une très légère majorité. On le disait hier dans le débat du jour. Mais suffisante. Il n'a que 3 ou 4 députés d'avance. Mais est-ce que vous pensez que ça ne peut pas lui nuire, ça ? Non, parce que les 80% des républicains qui ont été élus sont des bébés Trump. C'est très différent, c'est plus le même parti, on a changé complètement d'équipe. Et par ailleurs, on parlait de la tech tout à l'heure, la tech a complètement changé de camp, des Mark Zuckerberg qui faisaient de la censure de Facebook une espèce d'idéal. Du jour au lendemain, on dit, non, ça y est, maintenant, oulala, je donne $1 million pour l'investiture de Trump. Voilà, tout le monde se met en rang derrière le nouveau chef. Juste pour Laurent Frémont. Pour compléter sur l'immigration, il faut bien avoir en tête qu'il y a eu quand même des réseaux mafieux, des réseaux criminels qui se sont structurés ces dernières années et qui instrumentalisaient et exploitaient la misère humaine venant d'Amérique du Sud.
et aussi des formes d'appel d'air de la part des démocrates. Il y avait ce qu'on appelle les villes sanctuaires comme Chicago ou New York qui accueillaient les illégaux, les clandestins de manière extrêmement large. Et donc c'est aussi une manière de rétablir les règles fédérales, y compris auprès de villes qui sont traditionnellement démocrates et qui voulaient accueillir largement des réseaux qui parfois se retrouvaient être criminels et qui apportaient beaucoup d'insécurité aux États-Unis. Et après, il y a un deuxième sujet qui est, je pense, intéressant d'un point de vue idéologique, c'est la question des visas H1B. Donc là, on a vu le premier clivage entre la base de Trump et son élite de la tech, puisque c'est le visa qui concerne les migrants particulièrement qualifiés. Donc, pour résumer, les ingénieurs indiens. Et donc là, c'est clairement la voie d'Elon Musk qui a gagné face à la base de Trump, puisque ces visas vont être préservés pour justement continuer à attirer les meilleurs cerveaux au monde, contrairement aux aspirations de la base qui appelait plutôt à une fermeture de ce type de visa qui concerne quand même des dizaines de milliers de personnes. La grande force des États-Unis, ça reste cette capacité à attirer les cerveaux du monde entier. C'est ça qui fait leur puissance. Sur le fait que cette rhétorique de l'accueil à laquelle des chrétiens sont attachés, comment se situent les opinions chrétiennes aux États-Unis par rapport à cette orientation qui n'est pas une surprise, mais cette orientation qui s'affirme de la part de Donald Trump. A-t-on des éléments là-dessus, Antoine Colonna, Laurent Frémont ? Elle est forcément partagée. Vous avez des chrétiens de gauche, des chrétiens de droite partout dans le monde. Sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur les latinos qui sont plutôt catholiques, ils ont compris que eux maintenant étaient là et que le modèle pouvait péricliter si jamais il y avait un surcroît. Donc ils ont senti ça. Maintenant, dans le logiciel protestant américain qui est assez particulier, qui est assez WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Protestants, donc blanc, anglo-saxon et protestant, il y a une défiance. Il y a quand même un aspect racial qui est beaucoup plus fort peut-être qu'ailleurs. Mais c'est une particularité. Et comment ça se manifeste ? Je crois que ça se manifeste beaucoup moins que précédemment. Vous avez une ségrégation dans l'armée américaine jusqu'à la guerre du Vietnam, donc c'est assez récent, c'est-à-dire il y a 50 ans, dans l'armée américaine, vous aviez la ségrégation au début de la guerre du Vietnam. Pas à la fin, mais vous l'aviez. Si on revient au sujet d'immigration, on a vu le pape François qui, la semaine dernière, a nommé à Washington un évêque qui est très pro-immigration, le cardinal McElroy. Est-ce que ça, c'est aussi peut-être une déclaration de guerre, peut-être, contre Trump ? Paradoxalement, les milieux catholiques n'ont jamais été aussi mobilisés pour le candidat républicain. Il faut savoir qu'historiquement, les catholiques votaient plutôt démocrates parce qu'ils étaient issus des minorités italiennes, irlandaises, latino-irlandaises, donc des minorités plutôt pauvres. Et donc, c'est la première fois que les milieux catholiques se mobilisent en grande majorité pour un candidat républicain. Et principalement autour des questions éthiques, de défense de la vie, mais aussi pour des considérations de politique domestique, de politique nationale. Il y a cette volonté maintenant de maîtriser un État qui œuvre pour le bien commun, et donc finalement de tourner la page d'une forme de néoconservatisme ou de libéralisme qui a voulu tout déréguler depuis les années Reagan. Pour autant, Trump a pu être ambigu sur les sujets éthiques. Je pense à l'avortement. Si lui, il dit qu'il est plutôt contre, sa femme Melania, à chaque fois que son mari disait qu'il était contre, elle disait sur tous les plateaux qu'elle était pour, qu'elle voulait défendre le droit des femmes. Et on sait l'importance de la First Lady aux États-Unis. Il y avait un enjeu électoral, clairement, puisque Trump accusait un très grand retard sur le vote féminin pendant la campagne. Et donc, il y a eu des déclarations assez ambiguës. Trump s'est même déclaré père de la PMA. On ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a toute une politique qui est menée de manière peut-être un peu plus discrète, puisque c'est une politique judiciaire, avec la nomination des juges. Bon, on pense toujours à la Cour suprême, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de juges dans tous les circuits qui sont à nommer. Et c'est cette politique, je dirais silencieuse, un peu plus discrète, qui permet d'espérer au milieu pro-life américain. Et puis si on reste sur l'angle chrétien, qu'est-ce que les chrétiens peuvent voir aussi de Donald Trump ? Il y a la question de la violence. Il y a 4 ans au Capitole, la violence avait été très forte de la part des supporters qui étaient pro-Trump. D'ailleurs, certains avaient été emprisonnés. Hier soir, ils ont été graciés par Donald Trump. Est-ce que ce point de la violence, comment est-il perçu par les élites chrétiennes américaines ? Il y a eu un ralliement des catholiques notamment quand ils se sont rendus compte que Donald Trump était le seul rempart face au wokisme.
Et c'est sur le wokisme le point d'achoppement. Oui, alors typiquement une personnalité comme J.D. Vance, c'était quelqu'un qui était plutôt sceptique à l'origine sur Donald Trump, mais qui finalement s'est rendu compte que il y avait un danger culturel qui était le danger du wokisme, et donc il y a une forme de ralliement, peut-être par défaut, hein, mais en tout cas un ralliement très fort des conservateurs à Trump, d'autant que sur les questions sociétales, il a su avancer bien plus qu'un Bush ou un Reagan. Comment peut-il agir là-dessus, hein, sur le wokisme? On agit par décret? Là, il a les leviers fédéraux, donc il a déclaré que dans l'administration fédérale, il n'y avait que 2 sexes et que l'administration fédérale ne financerait plus des programmes par exemple de promotion du transgenderisme, mais il est vrai que ça relève avant tout d'une politique des États, et donc tout ce qu'il peut faire, c'est finalement un changement culturel, et aussi un changement au niveau de l'administration fédérale. Est-ce qu'il a la main sur les universités, par exemple? Non, il n'a pas la main sur les universités, mais les universités ont déjà commencé à se ressaisir, et en réalité, notamment après les affrontements sur les campus qui ont suivi le 7 octobre, les pogroms du 7 octobre en Israël, où on a aperçu qu'il y avait une convergence des luttes, comme on dit, entre le monde wokiste et la cause palestinienne. Et ça a été aussi un élément clé de la campagne électorale, où on n'a pas parlé du vote juif, mais le vote juif a été historiquement fort pour Trump. C'est-à-dire, pas stratosphérique, mais ils sont arrivés quasiment à 20%, ce qui était du jamais vu. Donc il y a ce changement-là, et les universités, face à la violence du camp woke contre Israël, ont été obligés de remercier des professeurs, des présidents d'universités qui ont été obligés de s'excuser quant au relativisme qui avait lieu dans ces facs. Il y a un point qui peut sembler étonnant, c'est qu'on a vu tous les milliardaires de la tech, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, rallier Trump, alors même que c'est eux qui longtemps ont promu ces points-là. Lorsque vous vous inscrivez sur Twitter, vous avez le choix effectivement entre plusieurs types de genres, plus que 2 en tout cas. Il y a un aspect très binaire, dans la société. Est-ce que ça c'est fini d'ailleurs? On a vérifié sur X si c'était fini ou pas? Sur l'inscription. En l'occurrence, je ne sais pas pour cette question en particulier, mais il ne faut pas avoir seulement de l'opportunisme dans le ralliement de la tech. Parce qu'il est vrai que, vu de loin, on pourrait se dire ils rallient finalement le camp du vainqueur, et donc, comme disait Antoine, ils vont embrasser l'anneau du président. Mais en fait, ça a commencé avant. En gros, depuis les émeutes raciales de 2020, il y a une prise de conscience des décalages croissants tout simplement entre les consommateurs et l'idéologie qui était prônée par les plateformes. Et donc, ça a commencé avant cette nouvelle victoire de Trump, notamment Walt Disney qui fait demi-tour sur pas mal de sujets woke dans ses dessins animés. Et même, c'est un changement culturel. Finalement, les valeurs MAGA ont gagné au sein de Wall Street, au sein de la tech, avant même de gagner politiquement. J'étais sur le transhumanisme, qui est un petit point un petit peu différent. Sur le transhumanisme spécifiquement, le fait de vouloir être des hommes augmentés, de dépasser par la technique la bassesse de notre humanité, en tout cas notre condition humaine. Ça, c'est quelque chose, quand on voit ces milliardaires de tech qui sont aux côtés de Donald Trump, qui disent que grâce à l'argent, ils pourraient être cryogénisés, qu'ils pourront vivre plus, qu'ils pourront dépasser leur mort. C'est la mort de la mort. Ça, pour les chrétiens, c'est quand même un point très étonnant de voir Musk, de voir tant d'autres à côté de Donald Trump, non? Il y a clairement une tension entre cette vision assez prométhéenne qui est incarnée par Musk, qui est à la limite entre le génie et la folie, et qui n'a de cesse que de repousser les frontières, donc frontières physiques en voulant aller sur Mars, et aussi frontières biologiques. Donc il y a clairement une tension entre ce courant-là et des courants plus conservateurs, mais c'est une tension qui existe depuis longtemps, et c'est pas nouveau que les milliardaires, les grandes fortunes ont toujours voulu dépasser les limites. Oui, c'est juste, mais finalement le transhumanisme, à partir du moment où, d'accord, vous allez commencer par les gens qui ont les moyens, mais après ça va se démocratiser. Donc finalement, est-ce que c'est pas une prolongation logique de la médecine? C'est comme s'il y a 100 ans, on dit non, la pénicilline, mon vieux, c'est pas... Non, faut pas c'est prendre, pas tout à fait, tout le monde n'a pas accès, la même chose. La pénicilline venait soigner là où repousser la mort. Oui, mais la mort, en tout cas, d'un point de vue chrétien. On a retardé la pénicilline, elle aurait pu arriver plus tôt. Et, voilà. Et d'un point de vue chrétien, annuler la mort, c'est quand même. Vous savez bien que vous ne pourrez pas l'annuler, vous la repoussez. Il y a bien un moment où vous allez mourir. Mais l'idée de se faire greffer 120 ans, 150 ans, je ne sais pas. Se faire greffer des puces dans le cerveau, tout ça, ça fait partie des rêves
que C'est Donald pas comme Trump... la pénicilline, se faire greffer une puce dans le cerveau. Non, c'est autre chose, bien sûr. Mais bon, après tout. Et ça aujourd'hui, ça fait partie de l'horizon que Donald Trump veut pour l'Amérique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, il n'y a pas de raison qu'il soit bloqué. Je vois pas comment ça sera bloqué. On n'a pas bloqué nos iPhones. En fait, la frontière, elle était au moment de l'iPhone. On a un iPhone, donc on est fichu, les mecs. Vous pouvez réagir par mail à tout moment, ça direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Nous sommes toujours avec Laurent Frémont, professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Paris, fondateur d'Académie à Tocqueville, et Antoine Colonna, rédacteur en chef du trimestriel Spectacle du Monde. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la question woke, parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'aux États-Unis, c'est une page qui a été tournée et qu'on est passé à autre chose. Est-ce que vous le percevez comme ça, au-delà même de l'investiture de Donald Trump? Est-ce que le mouvement de société vous semble appartenir au passé? Le fait que Wall Street et que les GAFAM reculent sur ces sujets, notamment en arrêtant de financer les programmes DEI, donc diversité, équité, inclusion, qui était très fort et qui a imposé une forme de dictature morale au sein des entreprises, ça montre que finalement les esprits ont déjà évolué en amont de la victoire de Trump. Et finalement, la nouvelle victoire de Trump n'est qu'un aboutissement de cette évolution idéologique. C'est votre avis, Antoine Colonna? Absolument, absolument. Il y a un phénomène de mode, presque, on peut dire. Et puis il y a le mouvement brownien, ça part dans un sens, dans un autre. Et c'est vrai que plus la puissance woke a été excessive, plus le retour va aller dans l'autre sens. Il y a un mouvement de balancier. Et pour ce qui est de la France, on va le voir dans 5 ans, le temps que ça vienne à la nage jusqu'à ce côté de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'il y a eu un déclencheur très fort avec le 7 octobre, quand on a vu les plus grandes universités américaines comme Columbia ou Harvard envahies de pro-palestiniens, et aussi qui manifestaient une forme de totalitarisme idéologique. Il y avait des professeurs qui étaient interdits de s'exprimer. Exactement, et donc, du point de vue des valeurs de l'éducation, dans un pays qui a toujours valorisé l'éducation libérale, l'éducation à la réflexion, une forme de réduction de le la premier pensée. amendement qui est la liberté d'expression. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les facs censés être les plus éclairés, les plus avancés, c'est-à-dire vraiment de gauche, c'est-à-dire avec une valeur morale merveilleuse, ne l'étaient plus. C'est-à-dire que le débat était fini, que les professeurs étaient obligés d'annoncer le cours en disant s'il y a des éléments dans le cours qui vous choquent, vous pouvez sortir de la salle. Voilà où on en était arrivé. Est-ce que ça se remplace par autre chose? Est-ce que c'est un retour à la normale? Est-ce qu'on peut se passer en fait de ce type de carburant idéologique? En fait, il y a deux critères. Il y a le critère du financement, et là en l'occurrence il y a beaucoup de grands donateurs, notamment juifs, qui ont menacé de couper leur financement aux universités privées, et ce qui a amené à ce retour de balancier. Et il y a aussi le pouvoir des États. Il y a de plus en plus d'États républicains qui assument ce qu'ont toujours fait les États démocrates, c'est-à-dire qu'ils prennent en main les universités étatiques et qu'ils créent des centres, ils nomment d'autres professeurs, etc. Et donc il y a aussi une reprise en main des universités publiques par les gouverneurs républicains. Si on s'éloigne un peu du sujet du wokisme, peut-être aller sur le sujet, par exemple, des armes. On sait que c'est un sujet qui est très présent aux États-Unis, et cette violence, on l'a vu à nouveau il y a 4 ans au Capitole. Est-ce que les amnisties réalisées hier soir par Donald Trump vont aussi marquer ce que Donald Trump veut pour ce n'est pas un quinquennat, je veux dire quinquennat, non, pour ces 4 ans qui viennent? Il fait plaisir à sa base. Il fait plaisir aux cow-boys. Il dit, tu as conquis ton pays avec ton Colt, donc tu as toujours le droit d'avoir un Colt. Évidemment, c'est excessif, puisque un enfant de 15 ans peut aller acheter une arme automatique. Je pense que pour sa défense personnelle, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Donc il y a sans doute, ça serait intéressant qu'ils mettent un peu de mesure dans tout ça. Mais le peut-il et le veut-il? Il le peut, mais il ne le veut pas. Ça, c'est très probable, oui. Et ça serait possible qu'un président américain prenne de front le débit des armes? C'est pas ses priorités, j'ai pas l'impression. C'était pas la priorité non plus des présidents démocrates. On a du mal à concevoir la place des armes aux États-Unis, mais c'est vraiment une question culturelle et idéologique très forte. Nous, depuis la Révolution française, les citoyens sont désarmés, mais c'est clairement dans la culture américaine que de pouvoir se défendre. Qu'est-ce que ça dit de l'inconscient, de la violence aux États-Unis aussi? Parce que symboliquement, avoir une âme, porter une âme, c'est assez violent. Qu'est-ce que ça dit, le fait Il y a une part de Far West qui reste. Mais c'est une société très violente. Enfin, le problème, c'est que vous avez pas mal de gens qui ont des problèmes psychologiques graves en circulation. Et malheureusement, la culture hollywoodienne nourrit depuis des années ce culte de la violence. Regardez les films.
je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi je ne montre pas certains films à mes enfants parce que j'ai envie qu'ils ne soient pas complètement fous avant d'avoir 18 ans. Vous voyez, donc on doit se protéger d'abord intellectuellement et moralement. Et après, avoir une arme, c'est forcément l'usage qu'on en fait. Mais si vous donnez une arme à un fou, il est sûr qu'il fera un massacre. Dans le film Rambo, la mission, je crois que l'ancien héros du Vietnam zigouille un cartel mexicain. Alors, je ne sais pas si c'était une prophétie, le film est sorti en 2019. Est-ce qu'il faut y voir une projection, un programme trumpien? Est-ce qu'il faut y voir une projection? Est-ce que ça infuse dans la société américaine ce genre de clichés? Sur la question des cartels, il y a un immense problème de santé publique sur les drogues et déjà sur les opioïdes, donc les antidouleurs qui ont été distribués très largement à une population défavorisée, plutôt blanche du Midwest. Et donc c'est ça aussi qu'il faut s'imaginer, c'est à quel point il y a toute une génération qui est déstructurée par ces addictions. Et effectivement, il y a une vraie question de santé mentale qui peut nous inquiéter. Et ça sera une priorité, ça peut être une priorité, enfin il faut agir en tout cas à travers le Mexique, puisque ça vient du Mexique. Hein. Bien sûr, ça vient par la frontière sud, puisque vous avez tout le continent sud-américain, la Colombie, etc., où il y a une production de drogue qui reste importante. Mais c'est là où on verra si Trump aussi peut régler la cause du mal, c'est-à-dire est-ce qu'il va être capable de faire que l'Amérique latine puisse se réordonner. Et à ce moment-là, si elle se réordonne, elle pourra peut-être ne pas produire de drogue à ce moment-là. Si on voit les répercussions en France de ce qu'on a pu voir hier de l'investiture de Donald Trump, il y avait donc Bernard Arnault qui était là, qui était à quelques mètres seulement de Donald Trump sur l'estrade, donc un des invités privilégiés. Il y avait aussi dans l'Assemblée Marion Maréchal Le Pen, Sarah Knafo, Éric Zemmour. Oui, vous voulez... Alors, dans l'Assemblée, à côté des badauds qui étaient présents au sein de l'Arena, enfin du stade, c'est-à-dire que le seul invité français c'était Bernard Arnault. La retourne était Bernard Arnault et son entourage. Ce que vous voulez dire par là, c'est que certains politiques ont un petit peu exagéré leur présence sur place. Il y a un côté un peu risible de ces politiques qui se précipitent vers Washington. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le seul Français présent et qui plus est à proximité du président Trump, c'était Bernard Arnault et sa famille. Et sachant que les deux hommes entretiennent une proximité depuis 2018 et l'inauguration d'une usine Louis Vuitton au Texas. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est un très grand groupe français qui contribue largement au rayonnement de la France. Et donc de voir cette personnalité au milieu des 5 géants de la tech porter la voix de la France, c'était finalement une image plutôt positive pour notre pays. Et à distinguer donc des entreprises plus politiques menées par des membres de partis. Antoine Colonna, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là? Évidemment, il y a eu des appels d'air sur toute une frange de la droite européenne, droite radicale, etc. On a vu les Italiens, Giorgia Meloni bien sûr, Viktor Orban, Milei. Donc c'est la droite à la fois très libérale sur le plan économique et très nationaliste en même temps. C'est ce mélange. Et c'est ce qui plaît à Trump et à son entourage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les correspondants de Trump en Europe, ce sont cette frange politique. Et vous, la présence de Bernard Arnault, Antoine Colonna, comment vous l'analysez? Laurent, je sais que c'est un débat, mais on va être d'accord, évidemment. Oui, c'est tout à fait ça. C'est sans doute bon pour les entreprises françaises et ça fera un dialogue avec une puissance qu'on ne pourra pas changer avant un certain temps. Mais au-delà de Bernard Arnault, c'est quand même intéressant de voir que l'entourage le plus proche, encore une fois, était composé assez peu de politiques et plus d'hommes d'affaires très puissants. Il y avait quelques milliards rassemblés, si ce n'est quelques trilliards. Exactement. Et c'est ça qui est nouveau, et c'est finalement une forme de pouvoir de l'argent qui relègue finalement les élites traditionnelles assez loin. Joe Biden a parlé d'une oligarchie de l'argent. C'est le cas, vous pensez, Laurent Frémont? Cette oligarchie, tout ce qui est Wall Street traditionnellement soutient plutôt les démocrates. C'est ça qui est nouveau aussi. Mais il y a clairement un phénomène. Même si la bourse s'est bien portée sous Donald Trump. Exactement. Et là, elle repart très fort. C'est aussi un signe qui ne trompe pas pour les États-Unis en tout cas. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Frémont, professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Paris. Vous êtes fondateur d'Académie à Tocqueville. Antoine Colonna, merci beaucoup. Citons le spectacle du monde de ce trimestre, The Game of Trump, qui revient avec Donald Trump en une qui met un pouce en l'air. Merci pour ce débat du jour, Louis Dauphren. Merci à Pierre-Henri Paget depuis 6h30. Il réalisait la matinale.